Cette émission est une présentation de Vigile.Québec. Vigile.Québec, le portail indépendantiste du Québec. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette autre émission de Point de bascule. C'est l'édition du, attendez un peu, le 29 août 2018. Merci André. Et ce soir, ben, écoutez, comme vous le voyez, je suis tout seul. Mes collègues sont retenus à d'autres activités. Et nous allons, malgré tout, passer un moment ensemble qui va me permettre de vous présenter les actualités nationales et internationales comme nous le faisons chaque semaine. Sur le plan des activités nationales, bien sûr, nous sommes en pleine campagne électorale et la mayonnaise commence tranquillement à monter. On est en train de voir apparaître des lignes de force et on est en train de découvrir aussi des lignes de faiblesse. Alors, évidemment, bien sûr, on va commencer par parler des sondages. Il y en a deux qui sont parus récemment. Les deux sont sensiblement, indiquent grosso modo la même tendance. Et bien sûr, c'est l'avance de la CAQ. Dans le cas le plus récent, c'est une avance qui est moins forte que dans le sondage d'il y a quelques jours. Mais on reste à l'intérieur des marges d'erreur des sondages, à l'intérieur des écarts de 2 à 3 à 4 dans les cas extrêmes, qui sont les normes pour les sondages. Et comme je le dis, la CAQ maintient son avance. Le Parti libéral arrive bon deuxième. Le Parti québécois, pour l'instant, semble piétiner entre 18 et 19%. Et la Québec solidaire, évidemment, en queue de wagon, elle se trouve finalement reléguée à la place qui est la sienne, hein, parce qu'il faut comprendre que Québec solidaire jouit d'une couverture médiatique qui dépasse largement comment dirais-je, son emprise sur l'électorat. Et cette couverture dont il jouit, évidemment, perd un peu de son importance en pleine campagne électorale parce que la couverture médiatique est beaucoup mieux distribuée. Alors, la CAQ retourne aux profondeurs qui sont les siennes et dont elle aura vraisemblablement de la difficulté à sortir. Alors, pour parler des éléments majeurs, marquants de la campagne des libéraux, bien évidemment, ce qui est frappant, c'est de voir la difficulté que semble éprouver le chef Philippe Couillard à trouver son élan. Et même parmi les gens qui sont des sympathisants au Parti libéral du Québec, comme par exemple le chroniqueur Jonathan Trudeau au Journal de Montréal, la critique est vigoureuse et c'est assez surprenant parce que ça provient de quartiers libéraux solidement établis. Donc, au sein même du Parti libéral, il semble que les soutiens de Philippe Couillard sont en train de fondre au soleil et risquent évidemment de s'évanouir complètement s'il fallait qu'ils connaissent au final une contre-performance et que le Parti libéral soit défait ou ne soit même pas en position de former ou d'avoir une balance du pouvoir ou pour être capable de négocier un plan de gouvernement avec un gouvernement minoritaire. Alors, ça reste évidemment à confirmer, mais attendez-vous de ce côté-là à des réactions très vives. Et on va découvrir à quel point les appuis de Philippe Couillard ne tenaient finalement qu'au fait qu'il détenait le pouvoir et qu'au moment où il cessera de le détenir, on criera « haro sur le baudet », comme dans la fable de La Fontaine. Alors, ça, c'est pour
le Parti libéral, alors la CAQ, elle, quelques bavures aussi, mais bon, ça semble mineur. Évidemment, ce qui est assez surprenant, là, c'est le développement de la candidature, en fait, du retrait de la candidature de Stéphane Le Bouillonnec, qui était candidat également dans la Prairie et qui était finalement le président de la CAQ et qui est associé à la CAQ depuis ses tout débuts. On se souviendra qu'au cours de l'automne, du printemps, pardon, il y a des informations étaient sorties sur ses activités commerciales et on sait qu'on se souviendra également que finalement il était impliqué dans un commerce qui est légal dans le reste du Canada mais qui ne l'est pas au Québec de prêts qui étaient, quand on est rendu à des taux d'intérêt de 90%, là, usuraires. Alors évidemment ça comme on dit à Paris, ça la fout un peu mal pour un dirigeant de parti d'être associé à ça. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne se soit pas retiré dès le moment où cette information est sortie, qu'il ait pensé être capable de rester en place et même d'être candidat pendant une campagne électorale, alors que dans une campagne électorale, évidemment, tout le monde sait que tout ce qu'il y a comme linge sale, finalement, remonte à la surface et littéralement renvoyé à la figure de ceux à qui le linge appartient. Et donc, le Bouillonnec, évidemment, à peine quelques jours après le début de la campagne électorale, s'est bien rendu compte, selon des informations qui circulent, le Parti libéral s'apprêtait à rendre publique une publicité qui s'en prenait à lui directement. Et ça aurait été évidemment tout à fait contre-productif dans le cadre d'une campagne électorale et ça aurait nui énormément à la CAQ. Donc, il se retire à regret et Legault n'a finalement pas d'autre choix que d'accepter sa démission et c'est même la chose sage à faire parce que ils auraient difficilement pu traverser 4 ou 5 jours de crise médiatique avec de la mauvaise publicité associée au genre d'activité auquel se livrait commercialement M. Le Bouillonnec. Alors, ça, c'est la situation. On va revenir un petit peu sur la question des libéraux, parce qu'eux aussi, ils ont eu un départ malheureux avec la candidature de cette directrice d'un centre hospitalier de Québec, qui, Madame... son nom, Bourgon, je pense, c'est son nom, et qui a fait un très mauvais départ de campagne et qui constitue une source d'embarras pour le Parti libéral. Encore aujourd'hui, dans le cadre de 2 entrevues qu'elle a données, là, il y en a une qui était franchement mauvaise, dont j'ai réussi à glaner quelques bribes, et ça promet mal. Alors, quand on sait qu'on la destine au poste de ministre de la Santé, c'est mal parti, mais très, très mal parti de ce côté-là. Alors, pour leur part, faire contrepartie finalement à cette candidature-là, la CAQ, elle, s'est trouvée une autre administratrice du secteur hospitalier, Madame Danielle McCann, et de ce côté-là, l'atterrissage est plus normal, plus régulier, plus en douceur. Et sans doute, si le CAQ devait être élu, serait-elle appelée à jouer un rôle important, sans pour autant qu'elle soit nommée au ministère de la Santé. On sait que François Legault a exercé du temps où il était membre du Parti québécois en 2000. Au début des années 2000, il a été ministre de la Santé, donc et de l'Éducation, et c'est des champs qu'il connaît personnellement assez bien et qui pourrait donc lui-même jouer un rôle majeur dans l'autre de ces 2 ministères, même en tant que premier ministre d'ailleurs. C'est arrivé d'ailleurs à quelques reprises dans l'histoire que le premier ministre se réserve
des ministères ou des champs d'intervention privilégiés, qui est à nommer un ministre junior qui assume la routine quotidienne. Alors voilà, du côté de la CAQ, les choses semblent aller assez rondement. Il y a évidemment d'autres candidatures qui ont soulevé quelques interrogations, mais rien de majeur pour l'instant. Reste à voir maintenant s'il fallait que des informations particulières sur les activités de Stéphane Le Bouillonnec viennent à sortir, l'impact qu'elles pourraient avoir sur la CAQ. Mais évidemment, on a tout fait pour chercher à s'en distancer le plus possible. Du côté du Parti québécois, le départ est un peu plus en douceur, même si on ne peut pas parler là, de quelque chose d'absolument transcendant. C'est pas de nature à faire sortir le Parti québécois là, de l'ornière dans laquelle il semble enfermé. Mais enfin, toujours est-il que ça a l'avantage de ne pas être négatif. Et puis, dans un contexte d'une campagne qui peut évoluer avec des taux d'incertitude ou d'indécision à ce stade-ci encore très élevé, de l'ordre de 38%, eh bien, on doit comprendre que rien n'est impossible et qu'il suffirait d'un simple changement un revers de fortune pour que les choses se mettent à bouger un peu plus dramatiquement. Alors, faut pas encore compter pour battu le Parti québécois, mais il n'y a pas de doute qu'il est grand temps qu'il commence à se démarquer. Il faut dire à son crédit que Jean-François Lisée l'a bien senti lorsqu'il a proposé, il y a 2 jours, la création d'une espèce de front commun des 3 partis sur la question de l'ALENA, de façon à protéger la gestion de l'offre. Couillard a d'abord répondu par la négative, et puis d'un seul coup s'est ravisé, sans doute après avoir consulté des sondages qui lui ont indiqué l'importance que l'électorat semblait attacher à cette question de gestion de l'offre. D'ailleurs, on y reviendra un peu plus en détail là, quand on aura fini la tournée des partis. Donc, du côté du Parti québécois, pas de candidature transcendante, une échappée, malheureusement. Là, il y a un candidat quelque part dans les Bois-Francs, je crois, qui a été obligé dont Lisée a rejeté la candidature parce qu'il avait été traduit des propos qui affichaient finalement un biais anti-islamique un peu trop prononcé. C'était franchement de mauvais goût, là, faut en convenir. Et Lisée a eu le bon réflexe de couper court là aussi rapidement. À noter que dans ce cas-là, la candidature n'avait pas été encore officiellement ratifiée par comme le comité de comté du Parti québécois. Et donc, ils peuvent pouvoir dire que tout simplement, c'est un faux départ. Reste à savoir la vitesse à laquelle il va pouvoir être remplacé. Faut voir que dans le contexte où on se trouve présentement, avec une campagne électorale qui est déjà commencée, et un parti politique dont l'image est un peu amochée par la performance dans les sondages, ça risque évidemment de ne pas être très facile de trouver un remplaçant au pied levé pour ce candidat-là. Donc, une surprise aussi avec la décision du député Marceau, je crois c'est le député de Nicolas Marceau de Rousseau, de se représenter alors qu'il y avait eu des doutes à cet effet. Et ça semble bien s'orienter. Alors, du côté de Québec solidaire, un gros couac cette semaine. Évidemment, ces paroles absolument stupéfiantes de Manon Massé, qui est allé dire que l'anglais était une langue officielle au Québec.
Alors, faut placer les choses un peu en contexte. Il faut voir que son intervention se faisait dans le contexte d'une annonce qu'elle faisait, ou que le Québec solidaire faisait, que le langage des sourds, des malentendants, pour employer l'expression politically correct, qui allait être déclaré officiel au même titre que la langue française. Évidemment, tout ça, c'est un peu farfelu, et c'est encore plus farfelu quand Manon Massé est allé dire que l'anglais avait statut de langue officielle au Québec. Alors évidemment, c'est complexe, ces questions-là, et puis elle n'est certainement pas la seule à entretenir un doute sur la nature exacte du régime linguistique du Québec à cause de la façon dont la loi fédérale sur les langues officielles et la loi 101 se chevauchent. Il faut comprendre que, en vertu de la loi fédérale sur les langues officielles, tous les services publics offerts par le gouvernement fédéral au Québec, y compris ceux qui relèvent les services non publics, comme les services bancaires, mais qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral, sont offerts, sont bilingues, dans les deux langues. Donc, dans ce sens-là, il y a une perception qui est totalement fausse, mais qui est particulièrement forte dans les milieux d'immigration et des milieux anglophones, à l'effet que le français et l'anglais sont sur un pied d'égalité et que l'anglais est aussi bien une langue officielle que l'est le français. C'est vrai pour ce qui est des fins fédérales, mais pas du tout pour ce qui est des fins provinciales. Et évidemment, la langue officielle du Québec demeure le français. Et ça a donné l'occasion, justement, à Jean-François Lisée de prendre un engagement de façon à remettre à jour, finalement, le statut de la langue française. Il faut bien comprendre que en 1976, quand le Parti québécois a adopté la loi 101, il a utilisé, malheureusement, la terminologie qui avait déjà été établie par la loi fédérale en parlant du français comme de langue officielle, en opposition, évidemment, au fait que le gouvernement fédéral avait deux langues officielles, le Québec, lui, n'en aurait qu'une. Alors, il y a eu une erreur de commise à ce moment-là parce que on aurait dû non pas parler de langue officielle, ni même de langue commune, mais on aurait dû employer l'expression « la langue de l'État du Québec ». Et d'ailleurs, s'il fallait modifier un jour la loi 99, dont la validité a été récemment reconnue par la Cour supérieure dans un jugement de la juge Dallaire, dont on a parlé abondamment ici, eh bien, il faudrait que cette loi-là soit modifiée de façon à préciser très clairement que le français est la langue d'État. Il faut comprendre aussi qu'en vertu des conventions internationales, quand on parle de langue d'État, là, il y a tout un protocole qui décline la façon dont on utilise les langues d'État et évidemment, ça crée un tout autre contexte. Alors, voilà pour ce qui est de l'erreur de Manon Massé. Et bon, sur le reste, on apprend que, semble-t-il, que Jean-François Lisée, malgré la présence de Vincent Marissal sur les rangs, demeure malgré tout dans une assez bonne posture, comme l'est d'ailleurs Véronique Yvon dans son propre comté. Donc, de ce côté-là, il semblerait pour l'instant que le leadership des deux principaux des figures de proue du Parti québécois ne soit pas menacé. Alors, on ne peut pas nécessairement dire autant de M. Couillard. Il semble que ça brasse du côté de Roberval et qu'il n'est pas du tout assuré de sa réélection. Alors, quant à François Legault, ça pose pas de problème. Et puis, je ne pense pas non plus que ça pose de problème pour ce qui est de Manon Massé dans son comté. Alors, voilà un petit peu la situation telle qu'elle se présente après une semaine d'élection.
de campagne électorale, et on devrait voir une intensification des débats au cours des prochains jours, d'autant plus que, et c'est le deuxième sujet qu'on va aborder, l'ALENA, c'est le fameux accord de libre-échange nord-américain qui est en discussion à l'heure actuelle. Les États-Unis, avec la stratégie habile, parce qu'il faut bien dire que sur le plan des États-Unis, c'est une stratégie très habile, a coincé finalement le Canada pour le placer dans une situation où il est presque obligé d'accepter les termes et conditions qui ont été négociés entre les États-Unis et le Mexique, et que le Mexique a accepté. Alors, et puis il y a une échéance, une date butoir, c'est celle de vendredi, de façon à ce que l'entente puisse être ratifiée par le président sortant du Mexique, Monsieur Peña Nieto, qui doit céder la place à son successeur, Monsieur López Obrador, le 1er décembre. Alors, il y a comme une échéance forcée, et Madame, comment dirais-je, Chrystia Freeland, la ministre des Affaires extérieures, qui était en voyage en Ukraine, a dû rappliquer dardard à Washington pour négocier. Et bon, ils ont 2 jours pour aboutir à une conclusion. Évidemment, on sait que ça achoppe. On sait grosso modo sur quoi ça achoppe. Et on sait que le président Trump utilise le bras de fer, d'abord pour mettre Trudeau à sa place suite à l'intervention qu'il avait faite, déplacée qu'il avait faite à l'issue du sommet de Charlevoix, en critiquant ouvertement le président Trump qui venait tout juste de quitter le pays, alors que pour se rendre au sommet de Singapour avec Kim Il-jong, Kim Jong-un, parce que je pense au père, là. Trump serre la vis à Trudeau, et il le fait exprès, de façon à le remettre à sa place. Aussi, il veut obtenir des concessions très importantes sur les modes de règlement des litiges, et également sur la gestion de l'offre, en particulier quand elle s'applique au domaine laitier. Et évidemment, on connaît l'importance de la gestion de l'offre pour le Québec. Et c'est ce qui a amené monsieur, comme je le disais un peu plus tôt, monsieur Couillard à se rallier à la proposition de Jean-François Lisée de créer un front commun, si on veut, des 3 partis sur la question de la gestion de l'offre. Alors, c'est délicat. Parce qu'il faut comprendre que, en bout de ligne, c'est le gouvernement fédéral qui a compétence en la matière de gestion de l'offre. Évidemment, depuis l'arrêt sur les conventions de travail, c'est un arrêt de 1937 ou de 1938, je pense que c'est un arrêt qui avait été rendu par le comité judiciaire du Conseil privé à Londres, et il est établi que le gouvernement fédéral ne peut pas prendre des engagements sur des compétences provinciales sans l'accord de ces provinces-là. Évidemment, techniquement, les provinces ont le pouvoir de s'opposer à la conclusion de l'accord du libre-échange. Dans la mesure où ça concerne, où elles soulèvent des objections reliées à l'exercice de leurs propres compétences. Alors, comme je l'ai souligné, la gestion de l'offre n'est pas de compétence provinciale, elle est des compétences fédérales, mais il est évident que les provinces pourraient sans doute trouver des matières à l'intérieur de l'entente de libre-échange à s'objecter à certaines dispositions uniquement pour la forme, de façon à faire dérailler complètement la signature de l'entente de libre-échange par le Canada. Et le gouvernement fédéral en est certainement très conscient, parce que il marche pas dans le lait, il marche sur les œufs, pour en rester aux
au domaine de la gestion de l'offre. Et il sait fort bien qu'il va se faire attendre avec une brique et un fanal au Québec s'il faut qu'il lâche le morceau sur la gestion de l'offre. Il y a eu un ballon d'essai lancé il y a quelques semaines par l'ancien premier ministre Brian Mulroney, qui, on le sait, agit comme consultant pour le gouvernement fédéral dans ce dossier, et qui a suggéré que le Canada pourrait renoncer à la gestion de l'offre en compensant adéquatement les agriculteurs pour la perte qu'ils subissent. Mais c'est pas juste une question d'argent, c'est également une question d'organisation de la vie en société. Il faut comprendre le rôle que jouent les quotas de lait dans l'économie agricole, et finalement, c'est un petit peu le mode de transmission des fermes aux générations plus jeunes, et qui assure finalement une rente aux personnes, aux aînés qui quittent le métier pour passer la main à leurs enfants. Et ce rôle bien particulier-là est évidemment largement sous-estimé par les politiciens, ou encore en tout cas les bureaucrates qui négocient les ententes de libre-échange. J'ai eu l'occasion moi-même d'en découvrir l'importance quand j'étais député du comté d'Iberville de 94 à 98. Parce que j'avais, dans le comté d'Iberville, 26 municipalités rurales et une concentration assez importante de fermes laitières. Donc, ils m'avaient évidemment sensibilisé à leurs problématiques. Mais à ce moment-là, moi qui venais du secteur manufacturier, qui venais de quitter la présidence de l'Association des manufacturiers, j'étais bien conscient des effets d'entraînement qu'aurait la signature de libre-échange, et je leur avais signalé la situation précaire dans laquelle ils se plaçaient s'ils continuaient à compter uniquement sur la gestion de l'offre pour assurer leur prospérité. Je leur avais suggéré même de faire ce que font ce qu'on fait finalement les agriculteurs en Europe, notamment en France, en Normandie, qui est une région laitière assez importante, développée, et ils ont développé des productions dérivées du lait, des produits laitiers à très forte valeur ajoutée, qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez même trouver dans les épiceries du beurre en provenance de Normandie. Il est commercialisé sous la marque Président par Saputo. Vous pouvez trouver mon Dieu, plein des produits, par exemple, en bonbonne, la crème fouettée, Dupont d'Isigny. Vous pouvez trouver des caramels, vous pouvez trouver plein de produits dérivés à grande valeur ajoutée qui rapportent évidemment bien plus aux agriculteurs devenus d'abord artisans, producteurs artisans, puis ensuite, tranquillement, industriels, en gravissant la chaîne de production au fur et à mesure des années, et qui les assure d'une importante prospérité, et surtout avec toute l'industrie des fromages, etc. Donc, il y a quand même moyen, là, et d'ailleurs, on le fait, hein, au Québec, l'industrie fromagère est prospère, est en plein développement. Évidemment, elle subit la concurrence du libre-échange Canada-Europe depuis quelque temps. Et évidemment, le gouvernement fédéral a sacrifié les producteurs laitiers pour pouvoir signer l'accord de libre-échange, les fromagers, pardon, pour pouvoir signer l'accord de libre-échange avec l'Europe. Alors, voilà un petit peu le contexte dans lequel tout ça se situe, et il est évident que sur le plan politique, que M. Trudeau joue gros. S'il faut qu'il lâche la gestion de l'offre, ou s'il cherche à diluer encore davantage les quotas de lait, par exemple en permettant
aux agriculteurs américains d'écouler une proportion plus importante de lait ultra-filtré destiné à la production fromagère. Ça va évidemment rentrer dans le corps des producteurs québécois. Ça va être autant de perdus pour eux. Et évidemment, ça va créer des pleurs et des grincements de dents et qui risquent de se traduire par des votes perdus aux prochaines élections fédérales pour le Parti libéral. Donc, comme je vous le dis, c'est le cas de le dire, le gouvernement fédéral, avec ce dossier-là, marche sur des œufs. On a un certain nombre d'autres dossiers au Québec qui sont pendants. Il y a des développements, évidemment, dont on le sait que la question qu'on doit se poser, c'est bien sûr, est-ce que le chat va sortir du sac pendant la campagne électorale? Est-ce qu'on va parler de la privatisation de la SAQ et de Hydro-Québec? C'est des choses dont on est à peu près certain de ne pas entendre parler, tant il s'agit de sujets qui sont délicats à aborder en période électorale et tant ils peuvent se revirer contre ceux qui les abordent. Maintenant, il faut être bien conscient que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas au programme. C'est au programme à la fois du Parti libéral et c'est également au programme de la CAQ. Et il faut se poser évidemment la question de l'intégrité de ces deux partis-là face aux électeurs quand ils ont un sujet qui a une importance aussi grande et qu'ils occultent, tiennent sous le boisseau pendant la campagne électorale pour éviter de subir les répercussions que leurs engagements, leurs positions les amèneraient à subir. Alors, question d'éthique, et là-dessus, c'est surprenant, par exemple, que le Parti québécois ou même Québec solidaire, pourquoi pas, ne soulève pas ces enjeux-là pendant la campagne électorale. Reste à savoir si... bon, il reste du temps, on va voir s'ils vont le faire. Il y a d'autres sujets à l'heure actuelle qui défraient la chronique au Québec. Mais bon, disons que... dans le contexte de la campagne électorale, ils sont relégués à l'arrière-plan et on peut presque les passer sous silence. Alors, on va faire une petite pause de quelques minutes et puis je vous reviens avec l'actualité internationale. Cette émission est une présentation de Vigile.Québec. Vigile.Québec, le portail indépendantiste du Québec. Alors, de retour pour le deuxième segment de Point de bascule du 29 août et 2018, bien sûr. Et on aborde maintenant l'actualité internationale qui, cette semaine, est particulièrement riche. Il faut comprendre que les États-Unis, à l'heure actuelle, traversent une période extrêmement difficile. Il y a évidemment l'affrontement, mais alors qui prend chaque jour une intensité plus grande entre le président Trump et l'establishment américain. Et avec des affaires, des révélations, mais toutes plus abracadabrantes les unes que les autres, sur des interventions complètement déplacées du FBI, du ministère de la Justice. Bref, c'est franchement l'anarchie totale. Et c'est surprenant d'assister à ça quand on sait le poids que représentait, et je prends bien la peine de dire représentait, parce que je suis pas du tout certain que les États-Unis ont encore ce poids-là, que représentaient les États-Unis, c'est de voir littéralement ce pouvoir-là s'effondrer devant nous, éclater, revoler en mille morceaux, et bref, se désagréger. Alors, c'est extrêmement stupéfiant de voir ça. L'affrontement est d'une virulence rare. Ça va aller très très loin. Il est question d'impeachment,
pour le président Trump. C'est la chose la plus grave qui puisse survenir. Et puis, il faut comprendre que une bataille pour l'impeachment, là, c'est extrêmement lourd. Et, on a vu les dimensions que ça représentait au moment de l'affaire de Clinton, qui était finalement sur une simple histoire de mœurs. Ça a été plus grave, évidemment, dans le cas de Nixon, mais ça ne s'est jamais rendu jusqu'à la mise en accusation formelle dans le cas d'un impeachment. Nixon a eu la sagesse de se retirer avant qu'on en vienne là. Mais avec Trump, il n'y aura rien de joli, hein, parce que c'est un lutteur. Il va se battre jusqu'à bec et ongle jusqu'à la fin. Et parce que finalement, lui, il n'a absolument rien à perdre. Sa fortune est faite. Et puis, quand il va retourner à la vie privée, ça sera juste un mauvais chapitre pour lui. Sa présidence, évidemment, ça ne se passe pas du tout comme il l'aurait souhaité, à cause justement de l'affrontement auquel se livrent les institutions, finalement, parce que c'est des institutions. La présidence est une institution. Et puis, l'establishment est une institution aussi. C'est pas parce que c'est une institution qui n'est pas inscrite dans la Constitution qu'elle ne pèse pas le poids qu'elle pèse sur le plan politique, même si sur le plan juridique ça pèse pas, ça n'a aucun poids. Mais c'est là qu'on voit que finalement il y a une balance qui se fait même entre les trois piliers du pouvoir, hein, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, et on comprend maintenant qu'il y a un autre pouvoir également, c'est celui des establishments dans chaque pays, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada, et qui sont en mesure de peser lourd sur l'orientation des gouvernements. Ça, c'est pas écrit dans les manuels de droit constitutionnel, je vous le dis tout de suite. C'est des choses qu'on découvre dans la pratique, et on découvre que la pratique à l'heure actuelle est en train de devenir particulièrement vicieuse partout. Donc, c'est signe que les tensions sont fortes, que les dynamiques qui s'affrontent sont très campées dans des positions qui sont diamétralement opposées, et qu'il y a quelqu'un il y en a qui sont décidés à en découdre, qui veulent carrément là l'emporter sans compromis. Et ça présage des lendemains qui sont douloureux pour tout le monde. Alors, c'est un développement qui est nouveau. Quand on examinera là, les premières années, le début du 21e siècle, on découvrira justement ce phénomène-là, et on sera en mesure de voir, de comparer avec le passé et voir qu'est-ce qui a pu se passer entre le passé et le présent pour qu'on en soit arrivé là. Donc ça, c'est un phénomène qui touche particulièrement les États-Unis. On est au bord de l'affrontement. D'ailleurs, Trump l'a carrément annoncé là, que selon les résultats des prochaines campagnes de la campagne de renouvellement des mandats à mi-mandat de la présidence, comme c'est le cas selon la Constitution américaine, on renouvelle une certaine proportion des sièges de la Chambre des représentants et une certaine proportion des mandats des sénateurs. On va voir quel équilibre, ou en tout cas quelle opposition va surgir de cette élection-là, et de quelle façon ça va augurer de la fin du mandat du premier mandat de Trump, si tant est qu'il puisse éventuellement en connaître même un deuxième. Alors, aux États-Unis, c'est la crise, et c'est une crise qui met en jeu ou met en opposition finalement, comme je le disais, l'establishment, mais aussi un groupe de néoconservateurs qui sont très, très féroces, très convaincus, et qui veulent absolument pas
lâcher le morceau et qui pousse les États-Unis dans les directions les plus extrêmes, notamment à l'heure actuelle en Syrie. Alors, d'ailleurs, on va y revenir parce qu'entre-temps, on va devoir parler évidemment du décès du sénateur McCain. Sénateur McCain, qui est un ancien prisonnier de guerre, qui a été élu au Sénat en 1982, donc qui a siégé environ une 35 ans, finalement, au Sénat et qui a occupé plusieurs... qui a été le président de comités importants, comme le comité sur les affaires étrangères, comme le comité sur les armements, comme la défense. Bref, c'est quelqu'un qui, au fil des années, là, a développé une base d'influence extrêmement forte et des alliés extrêmement puissants, et en particulier dans les milieux néoconservateurs qui exercent une influence idéologique absolument tout aussi incroyable que néfaste sur les orientations politiques des États-Unis et qui pousse à l'heure actuelle les États-Unis à s'engager bien au-delà de ses capacités et même maintenant de ses capacités non seulement financières mais également militaires au Moyen-Orient, que ce soit d'abord, on le sait, en Afghanistan, en Irak, ensuite en Syrie, et puis bientôt on se demande où, là, en Iran, parce que ça l'étape suivante, et on sait qu'à l'heure actuelle, le pouvoir américain, l'influence politique américaine est fortement contestée dans cette région-là du monde à tous les niveaux. Ne serait-ce que cette semaine, l'Iran a pris le contrôle du détroit d'Ormuz. Alors, il faut savoir que le détroit d'Ormuz, c'est sur les côtes de l'Iran, que c'est un endroit par lequel transite tout le trafic pétrolier des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de Dubaï, du Qatar. Bref, c'est un endroit de première importance et qui était jusqu'ici, dont la sécurité était jusqu'ici assurée par les États-Unis. Et on a appris cette semaine là, que dans le cadre d'une opération assez époustouflante au cours de l'été, les Iraniens étaient parvenus à prendre le contrôle du détroit d'Ormuz et ils sont en mesure désormais de l'utiliser ou de le bloquer selon leur bon vouloir. Il est sûr que si ça devait arriver, ça déclencherait des ripostes assez spectaculaires, pouvant aller même jusqu'à des bombardements de la part des États-Unis ou d'Israël ou même de l'Arabie saoudite. Et ça crée évidemment un contexte extrêmement tendu, un contexte qui est déjà tendu, surtout avec le retrait des États-Unis de l'accord qui avait été conclu sous la présidence d'Obama avec l'Iran pour normaliser les relations avec l'Iran et à certaines conditions, bien sûr, notamment l'abandon de son programme nucléaire à des fins de défense. Et bref, à l'heure actuelle, les enchères sont en train de monter dramatiquement, très rapidement, à un niveau qui est vraiment alarmant. Alors, en Syrie, on a appris, on apprend ces jours-ci, qu'au cours de l'été, quelque part au mois de juin, une délégation des renseignements américains s'était rendue à Damas, avait rencontré les dirigeants du renseignement là-bas, et qu'une proposition avait été faite au président Assad, comme quoi les États-Unis étaient disposés à se retirer de l'Iran à condition que la Syrie leur remette aux États-Unis la liste de toutes les personnes qui étaient soupçonnées de terrorisme qui avaient été montées par
le gouvernement Assad au cours des dernières années, et également à condition, enfin, il demandait que les États-Unis puissent continuer à profiter du pétrole qui va être extrait en Syrie, dans le nord de la Syrie, qui est promis un avenir extrêmement brillant sur le plan du développement pétrolier. Comme d'ailleurs le sont les hauteurs du Golan. Hein. C'est l'intérêt, la raison de l'intérêt d'Israël. Les hauteurs du Golan étant pour leur part situées au sud de la Syrie et à la limite d'Israël. Alors, je vous ai déjà mentionné, je crois que j'étais allé sur les hauteurs du Golan. J'avais été à même de voir comment si ces hauteurs-là, ou en tout cas l'importance que ces hauteurs-là revêtaient sur le plan stratégique pour la défense d'Israël. Et à l'heure actuelle, dans le cadre des reprises de contrôle qui se sont faites au cours des derniers mois, on est remonté très loin dans le temps et on est remonté jusqu'à 1964 et on a rétabli finalement le statu quo de 1964, c'est-à-dire la présence syrienne telle qu'elle s'établissait dans les années 1964 dans la région de Quneitra, par exemple, sur les hauteurs du Golan. Et on a appris que ces jours derniers, la Russie avait, elle aussi, investi certaines collines du Golan, ce qui laisse présager une reprise à moyen terme dans le cadre des derniers soubresauts du conflit syrien, une reprise carrément des hauteurs du Golan par la Syrie, selon les positions qu'elle détenait en 1968. Alors, parce qu'il faut savoir que les Nations Unies n'ont jamais reconnu l'annexion par Israël des hauteurs du Golan. Et même ces derniers mois, juste avant de partir, l'administration Obama, qui avait l'occasion de poser certains gestes dans le sens de la satisfaction des demandes d'Israël, s'était refusé à le faire. Alors, c'est ainsi que Trump, lui, avait carrément dit qu'il s'était engagé sur la question de Jérusalem, qui lui, allait reconnaître Jérusalem comme capitale et transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Évidemment, il faut comprendre aussi que le statut de Jérusalem comme capitale d'Israël est contesté, en vertu des lignes de partage établies en 1948, Israël n'a pas le droit de revendiquer Jérusalem comme capitale, pour les fins du monde arabe, Jérusalem s'appelle Al-Quds, et que c'est un lieu saint, au même titre qu'il peut l'être pour les Juifs. Alors, vous voyez la difficulté très, très grande là, de résoudre une question aussi épineuse que celle-là. Et puis, il faut comprendre aussi que depuis 1948, les Israéliens se sont appliqués à chaque occasion qu'ils pouvaient de gagner du territoire sur la Palestine et de l'occuper et d'y établir des colonies en essayant de créer des situations de fait qui deviennent irréversibles. En bout de ligne, s'il faut que le conflit syrien se règle dans les conditions qu'il semble parti pour se régler, ça va être très dur pour Israël de maintenir ces positions-là et évidemment, ça va avoir des répercussions sur Gaza. Alors, parmi les autres conditions que les Américains mettaient au retrait des troupes américaines, il y avait évidemment le retrait des troupes syriennes, des troupes iraniennes de Syrie. Et là, évidemment, le Bachar al-Assad s'y est opposé parce qu'il a lui-même, c'est à l'invitation du gouvernement Assad, que les Iraniens sont présents en Syrie. Alors, et qu'ils ont contribué
d'ailleurs assez considérablement au succès de l'armée syrienne avec les Russes dans les offensives qui ont été menées depuis 2 ans. Alors, on comprend là qu'il y a une union qui s'est établie et puis une union qui menace maintenant de déborder sur la Turquie. La Turquie est dans une situation très délicate. Elle a une frontière avec la Syrie, mais cette frontière-là, elle est habitée par une population kurde qui est à cheval sur la Turquie et la Syrie, et les ambitions des Kurdes menacent évidemment l'intégrité territoriale de la Turquie, de la même façon qu'elle menace l'intégrité territoriale de la Syrie. Alors, autant pour le gouvernement turc que pour le gouvernement syrien, il n'est pas question d'accommoder les revendications kurdes de quelque façon que ce soit. Il y a eu un référendum dont le moment a été fort mal choisi et qui s'est malheureusement soldé par un échec pour le gouvernement kurde. Il faut comprendre aussi que le Kurdistan chevauche aussi la frontière de l'Irak, ce qui rend les choses encore plus délicates. Et qu'au Kurdistan irakien, il y a des zones, Mossoul par exemple, où il y a du pétrole. Et évidemment, ça donne un certain levier économique aux Kurdes dans leurs revendications, mais c'est un levier qui n'est pas du tout apprécié, ni par l'Irak, ni par la Syrie, ni par la Turquie. Alors, on comprend que autant la Turquie cherche à refouler les Kurdes en Syrie, autant la Syrie, elle, cherche à récupérer son territoire en refoulant les Kurdes. Et la question est de savoir où est-ce qu'ils vont s'en aller. Est-ce qu'ils vont aller en Turquie, en Syrie ou en Irak, ou même en Iran, parce qu'il y a des Kurdes en Iran aussi. Ça devient une question qui est assez tendue et qui provoque des fortes réactions. Alors, on sait que la Turquie, elle, est membre de l'OTAN depuis les années 50, si ma mémoire est fidèle. Et on sait que à l'heure actuelle, la Turquie est mal à l'aise dans l'OTAN en raison des contraintes qu'on lui impose sur les armements défensifs qu'elle est à même de se procurer. Et les Turcs ont acheté des Russes les fameux missiles S-400 qui sont essentiellement défensifs, mais qui mettent un territoire national comme celui de la Turquie à l'abri complètement de toute agression aérienne ou balistique par voie de missiles. Alors, puis les États-Unis aussi voient avec une certaine consternation leur emprise sur le marché du matériel militaire se relâcher parce que les Russes et les Chinois ont développé au cours des dernières années des compétences remarquables dans certaines technologies de pointe qui sont évidemment du plus grand intérêt défensif pour certains pays, y compris même l'Arabie saoudite qui s'est acheté des missiles S-400 et le Qatar même. Alors, on comprendra que pour l'industrie américaine, ça devient une menace importante et qu'il est nécessaire de contrecarrer. Donc, on voit que la question politique syrienne se situe dans un cadre qui était extrêmement touffu, complexe, et à l'heure actuelle, il y a une offensive parce que la Syrie est parvenue à reconquérir la plus grande partie de son territoire et il y a une région qui lui échappe, c'est le nord-est et le nord de l'Euphrate qui se rend l'Euphrate, et ça se rend jusqu'en Syrie, en Irak. D'ailleurs, je vais vous faire rire un peu. Quand j'étais au collège, on apprenait que
l'Irak, c'était l'ancienne Mésopotamie. Hein, autrefois, du temps il y a 2-3 000 ans, 4 000 ans, l'Irak s'appelait la Mésopotamie et qu'il y avait 2 fleuves qui encadraient finalement la Mésopotamie. L'un, c'était le Tigre et l'autre, c'était l'Euphrate. Alors, notre professeur, qui était notre professeur d'histoire et de géographie, nous avait enseigné un truc pour nous souvenir du nom des 2 fleuves en question. Et c'était une petite phrase, c'est ce qu'on appelle un truc mnémotechnique. C'est quand le tigre s'approche du poulailler, l'Euphrate. Ah bon, alors c'est comme ça qu'on se souvient, que je me souviens encore aujourd'hui. Vous voyez, j'ai appris ça au collège, devais avoir 14 ou 15 ans. J'ai 70 ans et plus maintenant. Et vous voyez, je me souviens encore de cette phrase-là et je me souviens encore du Tigre et de l'Euphrate en Mésopotamie. Alors, c'est des choses qu'on n'oublie jamais. C'est comme quand on apprend la bicyclette. Bref, revenons à nos Kurdes, à nos Syriens, à nos Irakiens et Iraniens, tout ça pour vous dire que sur la rive nord de l'Euphrate, il y a encore une partie de la Syrie jusqu'à la frontière irakienne, jusqu'à la frontière turque. Et à l'heure actuelle, c'est cet espace-là que les Syriens cherchent à récupérer, notamment à Idlib. Et c'est l'endroit où se sont accumulés à l'heure actuelle une proportion importante des forces armées syriennes, appuyées par les Iraniens, bien sûr, par les Russes, bien sûr, mais ce qui est nouveau, c'est également par la Chine qui a dépêché un contingent de 5000 soldats également. Alors, quel est l'intérêt de la Chine? Eh bien, c'est que dans cet espace, dans ce réduit dans lequel sont désormais enfermés tous les terroristes qui sévissaient en Syrie, il y a 5000 Ouïghours. Et ces Ouïghours-là, c'est des gens qui contestent l'autorité du gouvernement chinois aux frontières de la Chine. Donc, et on comprend que la situation est en train de s'internationaliser. Et on apprend aussi ces jours-ci que la Chine s'apprêterait à installer une base militaire en Afghanistan pour les mêmes raisons. Alors, il faut comprendre que les Américains, les Français, les Britanniques qui avaient compté sur les terroristes pour se débarrasser de Bachar al-Assad et arriver à contrôler le pétrole du nord de l'Irak, de la Syrie, pardon, et puis d'alléger les pressions sur Israël. Ils ont pris une bonne partie de ce monde-là, mais ils l'ont envoyé en Afghanistan. Alors ça devient une menace additionnelle pour les Russes parce qu'en Afghanistan, ils se rapprochent de la Russie, de toutes les républiques, de toute la partie de la Russie qui est située au nord de ces régions-là. Ils constituent une menace également pour le Pakistan, et d'où un rapprochement du nouveau président pakistanais avec les Iraniens, avec les Russes, alors qu'ils étaient alignés jusqu'ici avec les États-Unis. Et on voit là que, comme je vous parlais tantôt, les États-Unis sont en train de perdre pied, perdre des alliances importantes qui vont modifier la carte géopolitique du Moyen-Orient complètement et même du sud de la Russie et une partie de l'Asie. Alors, ça devient menaçant, d'autant plus que sur la côte chinoise, la Chine s'est considérablement renforcée sur le plan militaire au cours des dernières années. Elle a maintenant en place une marine qui est en mesure de concurrencer la marine américaine du Pacifique, avec des armements qui sont à la fine pointe, avec des technologies qui sont à la fine pointe et qui dépassent en efficacité celles des États-Unis. Et évidemment, on comprend dès lors que les Américains soient
inquiets de leur perte d'influence un peu partout dans le monde en raison de la diminution de leur capacité militaire par rapport à celle des autres, évidemment, parce que c'est toujours en relation avec ce que font les concurrents. Et alors, ils sont particulièrement désavantagés du fait que pour les Russes, comme pour les Chinois, s'équiper, ou en tout cas monter une armée, ça coûte une fraction de ce que ça coûte aux Américains. Alors, bien sûr, les Américains vont dire « oui, mais c'est nous qui dépensons le plus en matière de défense ». Ça ne veut pas nécessairement dire que ça donne des gros résultats. La preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont menacés par les nouvelles technologies russes et les nouvelles technologies et nouveaux armements chinois. Au point que ça donne des idées au Japon, dont on a appris que ces jours derniers que le Japon était en train de négocier des ententes avec la Russie et la Chine dans le dos des Américains, et que les Américains n'étaient pas au courant. Et ça, c'est un changement radical de situation, également avec la Corée du Nord, ce qui aussi est nouveau. Alors, les Américains ont de quoi s'alarmer, d'autant plus que dans quelques semaines, il doit y avoir une rencontre entre les présidents des deux Corées, celle du Nord et du Sud, et il semblerait qu'à tout prendre, la voie que privilégiera Kim Jong-un sera celle de la réunification avec la Corée du Sud. Il est évident que si une telle réunification devait avoir lieu, elle ne se ferait pas nécessairement seulement au goût des Américains, et qu'il y a d'autres partis qui auraient leur mot à dire sur les conditions, les circonstances de cette réunification-là, dont en particulier, évidemment, la Chine et fort probablement aussi la Russie. Alors que jusqu'ici, les Américains exerçaient un contrôle presque parfait sur la Corée du Sud, ce contrôle-là, il risque il est en train, si on veut, là, de s'évanouir tranquillement. Alors, d'où, évidemment, la grande impatience ces jours derniers aux États-Unis, alors que le secrétaire d'État, M. Pompeo, devait retourner à Pyongyang pour rencontrer le gouvernement nord-coréen. Eh bien, la visite est remise et les Coréens du Nord s'objectent à des demandes que leur adressent les États-Unis dans le cadre des discussions qu'ils avaient eues, qu'ils considèrent qui sont illégitimes. Alors, finalement, cette affaire-là est en train de tourner pour les États-Unis en queue de poisson, et c'est pas nécessairement un développement qu'apprécie le président Trump, ni même d'ailleurs l'establishment américain, en raison des implications géostratégiques que ça a. Alors, le cadre est en train là, de se complexifier, et on a appris aussi que les Américains, les Français et les Britanniques ont de nouveau menacé la Russie et la Syrie d'une attaque s'il fallait que la Syrie utilise, ou la Russie utilise des armes chimiques de nouveau, comme les Américains, les Britanniques et les Français prétendent que les Syriens l'ont fait le printemps dernier. Vous vous souviendrez, là, quand il y avait eu une volée d'à peu près 70 missiles qui avaient été envoyés sur la Syrie, et cette attaque-là avait été un fiasco total en raison des contre-mesures que la Syrie avait été capable de mettre en place avec l'aide des Russes et des Iraniens. Alors là, la situation est encore plus complexe. La promesse d'intervention est encore plus lourde. Elle a été livrée directement par le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, à son vis-à-vis russe à Genève il y a 2 semaines tout au plus, et avec une indication très claire
que s'il fallait qu'il y ait la moindre trace d'armes chimiques, qu'il y aurait des représailles extrêmement vigoureuses. Alors, bien entendu, avec une attaque encore plus puissante, et c'est ce qui explique le positionnement en Méditerranée, dans le Golfe Persique, de plusieurs navires de guerre américains et russes d'ailleurs, en opposition, qui se font face de façon à, dans un cas, attaquer, dans l'autre cas, neutraliser l'attaque qui pourrait survenir fort vraisemblablement dès le début de l'offensive contre Idlib. La Turquie a demandé le report des manœuvres d'Idlib, de l'offensive d'Idlib d'une semaine. Il se trouve que la semaine prochaine, le président russe, Poutine, le président Erdogan de Turquie et le président Rouhani d'Iran doivent se rencontrer à Istanbul. Et il semblerait que si offensive il doit y avoir, elle pourrait coïncider, soit coïncider ou de façon immédiate ou bien de quelques jours avec l'attaque contre Idlib. Il est évident que ni les Russes, ni les Syriens, ni les Iraniens ne vont démordre de leur position et ils vont répliquer à toute attaque que pourraient lancer la France, l'Angleterre et les États-Unis sur la Syrie. Alors, bien entendu, quand on dispose d'un tel préavis, sans doute que les Russes se sont empressés d'installer des mesures pour protéger Damas, des batteries de missiles en quantité, de façon à pouvoir protéger Damas de toute attaque. Et évidemment, tous les objectifs stratégiques qui pourraient être visés par l'attaque en question. Et voilà le contexte dans lequel on se trouve ces jours-ci. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe d'une quelconque désescalade. Et le pire est à redouter. Alors, chose également très surprenante qui s'est produite, en fait, c'est un jamais vu en ce qui concerne le président Poutine, c'est qu'au cours des derniers jours, il a rencontré à Moscou, alors que ces gens-là étaient en visite à Moscou, il a rencontré lui-même, en présence de son chef d'état-major, le général Shoigu, le chef d'état-major de Turquie et le chef des renseignements de Turquie également. Normalement, au niveau des relations entre États, de telles rencontres entre un président et des officiels qui sont quand même importants, mais ils sont de second rang par rapport à la présidence, ça ne se fait pas. Alors, il faut qu'il y ait une motivation particulièrement spéciale pour que Poutine que ces gens-là aient demandé à rencontrer le président Poutine. Parce que ce n'est sûrement pas le président Poutine qui a demandé à la rencontrer. Ils se sont déplacés à Moscou. C'est eux qui avaient quelque chose à dire ou à demander au président Poutine. Et ça, c'est particulièrement important en ce qui concerne le statut, la continuation du statut de la Turquie comme membre de l'OTAN. Quel poids cette rencontre-là va-t-elle avoir? C'est les événements des jours prochains qui vont nous le révéler. Alors, comme vous voyez, situation ultra complexe, ultra tendue, et on ne sait pas trop de quel côté les cartes vont finir par tomber. Quoique, selon les meilleures indications, là, il est à peu près certain que la Syrie va récupérer son territoire, avec les conséquences géopolitiques que ça aura pour les États-Unis, pour Israël. Et ce ne seront pas nécessairement des conséquences géopolitiques agréables. Donc, on va clore avec un dernier sujet.
qui est celui des événements qui se déroulent à l'heure actuelle en Amérique latine, dont on parle relativement peu dans nos médias, mais il faut savoir qu'il s'en passe des vertes et des pas mûres, notamment au Venezuela, ça on le sait plus ou moins, mais également en Argentine, crise de la monnaie. L'Argentine se retrouve au point où elle était il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, et de nouveau menacée là, de faillite. Au Brésil, la situation est extrêmement tendue. En Bolivie, les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de se débarrasser du président. J'ai le nom sur le bout de la langue, là, il m'échappe. Mais bref, c'est lui, à l'heure actuelle, qui est le plus solidement enraciné depuis le plus longtemps. Donc, sa survie est menacée par des attaques constantes des États-Unis. Il y a aussi des problèmes au Nicaragua et on a appris aujourd'hui que les étudiants étaient en révolte au Chili. Alors, comme vous voyez, la situation là aussi est tendue et encore une fois, toute cette agitation et avec les conséquences extrêmement néfastes que ça a sur et le fruit de l'activisme des États-Unis qui cherchent à reprendre le contrôle total sur l'Amérique du Sud. Un contrôle qui leur apparaît d'autant plus important à l'heure actuelle qu'ils ont le sentiment qu'ils sont en train de perdre des positions ailleurs dans le monde. Donc, traditionnellement, on le sait, l'Amérique aux Américains, c'est la doctrine de Monroe. Et quand les Américains parlent de l'Amérique aux Américains, c'est toute l'Amérique du Nord comme du Sud, comme centrale. Et ils font pas dans la dentelle, ils font pas dans les demi-mesures, ils veulent le contrôle sur tout. Fait que c'est la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle et il est clair que sur la scène internationale, les développements vont être assez forts et puissants au cours des quelques prochains mois. Alors c'est à surveiller de près. Donc voici qui met fin à notre émission de Point de bascule du 29 août et je vous remercie de votre attention et on revient la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.